Bonjour à tous, c'est la chaîne Encyclopédie. Dans cet épisode, nous vous présenterons le chef-d'œuvre de Dale Carnegie, Comment se faire des amis et influencer les autres. Depuis que ce livre a été publié pour la première fois en 1936, il a été traduit dans presque toutes les principales langues du monde au cours des dernières décennies, avec un volume total de vente de plus de 150 millions d'exemplaires. Histoire de l'édition humaine. Cependant, les critiques sont également nombreuses et ce livre ne semble pas avoir de point de vue profond. La question est donc la suivante. Pourquoi un livre publié il y a plus de 80 ans est-il toujours populaire aujourd'hui? Quelle signification ce livre a-t-il pour nous aujourd'hui? Vous connaîtrez la réponse après avoir regardé cette vidéo. De nos jours, il existe divers livres sur l'autogestion et la communication interpersonnelle, certains sont théoriques et pratiques, certains sont présentés d'un point de vue psychologique et certains sont discutés d'un point de vue sociologique. Mais quel que soit l'accent mis, les enjeux contemporains de l'autogestion et de la communication interpersonnelle ont été formalisés par Dale Carnegie. Vous savez, l'article qu'il a écrit il y a 100 ans établissait les 4 piliers de l'autogestion et de la communication interpersonnelle. Les discussions ultérieures sur la croissance et la communication ne pourront jamais être séparées des fondations posées par Carnegie. Nous avons entendu trop de méthodes théoriques sur la croissance et la communication. Quelles sont celles qui résistent le mieux à l'épreuve du temps? Et le livre que nous expliquons dans ce numéro est exactement celui sur lequel nous allons revenir. Il y a un dicton qui dit que lire un bon livre, c'est comme avoir une conversation avec une âme intéressante. Ce livre est aussi une porte sur le monde idéologique de Carnegie. Une position commune de l'identité de Carnegie est un conférencier et auteur américain célèbre. Mais il existe une description qui est peut-être plus précise. Carnegie était un homme qui comprenait la nature humaine. La nature humaine a été le sujet de sa préoccupation de toujours. Ses recherches ne restent pas sur papier, mais intègrent étroitement les connaissances en psychologie et en sociologie acquises à l'académie avec la pratique de la vie, de l'expression et de la communication. L'éducation des adultes et l'apprentissage tout au long de la vie sont très populaires aujourd'hui. En fait, Carnegie a créé un établissement d'éducation pour adultes dès les années 1920. Aujourd'hui encore, le Carnegie Institute est visible dans le monde entier. Carnegie est donc également le père de l'éducation moderne des adultes aux États-Unis. Par conséquent, autant en apprendre davantage sur les pensées et les histoires de Carnegie à travers ses œuvres d'aujourd'hui. Première partie. Ce livre contient plus de 30 articles de Carnegie et a un fil conducteur clair. Nous verrons l'ensemble du processus d'une personne, depuis la maîtrise des compétences interpersonnelles les plus élémentaires, jusqu'à la manière de gagner la faveur des autres, jusqu'à la manière d'influencer, diriger et changer les autres. Les 2 paragraphes avant et après ce processus correspondent à « Comment gagner l'amitié » et « Comment influencer les autres » dans le titre du livre. Regardons d'abord « Comment gagner l'amitié ». Gagner une amitié implique en fait que vous devez vous efforcer activement d'y parvenir. Tout comme le dicton, ce qui est le plus important quand on vient jouer, la réponse est « sort », il faut prendre l'initiative. Grâce à cet indice, de nombreuses personnes mobiliseront pleinement leur côté positif afin de gagner l'amitié. Mais il y a plus de 100 ans, Carnegie a découvert que cette approche n'était pas bonne. Veuillez réfléchir à la question, quel mot est le plus fréquemment utilisé dans la communication quotidienne? La New York Telephone Company a mené une enquête et a découvert que le mot le plus fréquemment utilisé dans les communications téléphoniques quotidiennes est « je ». Dans les 500 appels téléphoniques sur lesquels ils ont enquêté, le mot a été utilisé 3900 fois, et tout le monde n'arrêtait pas de dire « je ». C'est en fait la nature humaine, même si nous insistons toujours sur le fait que nous devons considérer les problèmes du point de vue des autres, l'initiative de la communication nous fera toujours parler et faire les choses de notre propre point de vue inconsciemment. Par exemple, afin d'attirer des amis, j'ai pris l'initiative de faire une auto-présentation intéressante pour animer l'atmosphère, j'ai pris l'initiative de l'aider à résoudre ses difficultés pour montrer ma valeur, et j'ai pris l'initiative de réserver un restaurant pour exprimer la convivialité. Nous espérons laisser une bonne impression aux autres, mais le résultat sera probablement ce que Carnegie a dit, devenant une personne médiocre qui passe sa vie à plaire aux autres afin d'attirer l'attention. Carnegie pensait que la règle fondamentale pour se faire des amis était de prêter une attention sincère aux autres. Parce que le désir le plus profond de la nature humaine est d'être valorisé par les autres. Mais c'est précisément parce que nous voulons tous être valorisés par les autres que nous négligeons de valoriser les autres, c'est l'une des faiblesses de la nature humaine. Alors, comment vous souciez-vous sincèrement des autres? Ce livre propose non seulement des idées, mais donne également de nombreux conseils utiles, comme garder le sourire, se souvenir du nom de chacun, susciter l'intérêt des autres, etc. Vous pouvez prendre cela pour acquis, mais n'oubliez pas que cela a été systématiquement proposé par des gens il y a plus de 100 ans. De plus, Carnegie ne donne pas seulement des méthodes, il utilise toujours des mots pleins de puissance et de chaleur, complétés par des cas réels. Prenons, par exemple, le fait de susciter l'intérêt des autres. Tout le monde se sentira bien avec ceux qui les apprécient. Carnegie a parlé d'une de ses petites habitudes. Lui-même ne s'intéresse pas aux horoscopes,
mais lorsqu'il discute avec les autres, il leur demande toujours s'ils croient aux horoscopes. Bien sûr, son objectif n'est pas de s'enquérir des passe-temps des autres, mais de changer de sujet pour l'anniversaire de l'autre personne. Après que l'autre partie lui ait annoncé la date, Carnegie l'a écrite en silence, puis leur a envoyé des bénédictions pour leur anniversaire. Imaginez, le jour de votre anniversaire, lorsque vous recevez une aimable bénédiction de quelqu'un que vous n'avez rencontré qu'une seule fois, vous donnerez très probablement à cette personne des points supplémentaires dans votre cœur. Par conséquent, Carnegie s'est également fait de nombreux amis. Vous voyez, un acte aussi simple mais intentionnel peut nous rendre plus populaires. Il existe de nombreuses façons de prêter attention aux autres. Souvent, pour exprimer notre intérêt pour les autres, nous parlons avec passion, mais selon Carnegie, la meilleure attention est en fait d'écouter. Lors d'un dîner organisé par un éditeur new-yorkais, Carnegie a rencontré un botaniste. Avant cela, Carnegie n'avait pas beaucoup de connaissances en botanique et ne pouvait pas communiquer en profondeur avec l'autre partie. Cependant, après que Carnegie lui ait dit au revoir et soit rentré chez lui, le botaniste a félicité Carnegie auprès de l'hôte du banquet, disant qu'il était très inspirant et pensait que Carnegie était la personne la plus intéressante et la plus bavarde qu'il ait jamais vue. Qu'a fait Carnegie? Il écoutait simplement attentivement divers sujets botaniques. Vous voyez, écouter est en fait une façon subtile mais puissante de plaire, et peu de gens peuvent résister à ce genre d'attention sans partage. Dans le même temps, Carnegie nous a rappelé que notre souci des autres doit être fondé sur la sincérité. Ce n'est qu'avec sincérité que vous pourrez obtenir les résultats souhaités, sinon cela sera voué à l'échec. Nous aurons un sentiment similaire en lisant ce livre. Il n'y a pas d'expression intelligente dans le livre, et, regarde mon point de vue avancé. Regarde mon exemple. C'est génial. Ça ne t'impressionne pas? Lire les paroles de Carnegie, c'est comme écouter un ami discuter, les cas dont il parle sont proches de nos vies, les principes dont il parle sont concis et clairs, et les méthodes qu'il présente peuvent être immédiatement utilisées par les gens ordinaires. Nous voyons de l'espoir de changement plutôt que d'énormes pressions et disparités. Par conséquent, même si le livre de Carnegie semble très simple, il est très utile en pratique. C'est peut-être là le charme de la sincérité. Nous venons de parler de « Comment gagner l'amitié » et le principe fondamental donné par Carnegie est une attention sincère envers les autres. Gagner l'amitié n'est que la première étape de la communication interpersonnelle. Ensuite, nous devons influencer les autres. Carnegie a un dicton célèbre selon lequel les connaissances professionnelles ne représentent que 15% de la réussite d'une personne, tandis que les 85% restants dépendent des relations interpersonnelles. Carnegie estime que les relations interpersonnelles sont très importantes et peuvent grandement affecter la carrière et la vie d'une personne. On réfléchit alors à comment influencer les autres? Les méthodes couramment utilisées dans la vie quotidienne sont la persuasion, l'émotion ou le raisonnement. Carnegie lui-même était très doué pour parler en public, et il y avait un dicton local dans sa ville natale du Missouri, « Prouve-le-moi ». Carnegie, qui a grandi dans cet environnement, avait aussi l'habitude d'utiliser son éloquence pour influencer les autres, mais cela aboutissait souvent à des disputes. Au final, même si les deux parties n'ont pas rougi, elles ont au moins conservé leurs opinions. Et a rompu malheureux. Carnegie a appris une leçon et est arrivé à la conclusion qu'il n'y a jamais de gagnant dans une dispute. La persuasion n'est pas un bon moyen d'influencer les autres. Quelle est la meilleure façon? Carnegie a beaucoup aimé cette phrase, le comportement est enraciné dans les désirs fondamentaux des êtres humains. Que ce soit dans les affaires, en politique, en famille ou à l'école, la première façon de persuader les autres est de susciter le fort désir de l'autre. Le livre présente le cas du magnate américain de l'acier Andrew Carnegie. Il a 2 neveux qui étudient à l'université de Yale. Ils prétextaient toujours qu'ils étaient trop occupés à étudier, non seulement ils ne prenaient jamais l'initiative d'écrire des lettres à la maison, mais ils ignoraient même les lettres de leur mère. Leur mère était très triste et déçue. Après qu'Andrew Carnegie en ait eu connaissance, il a parié $100 qu'il pourrait convaincre les 2 enfants de répondre à la lettre et qu'ils ne prendraient jamais l'initiative de répondre à la lettre. Quelqu'un était curieux et a fait un pari avec lui. Andrew Carnegie a donc écrit une lettre pleine d'absurdités à ses enfants, dans laquelle il a seulement mentionné avec désinvolture dans le post-scriptum qu'il joignait $5. Cependant, lorsqu'il a envoyé la lettre, il a délibérément oublié de mettre l'argent. Effectivement, les enfants ont rapidement répondu à la lettre, en commençant par un remerciement respectueux à « Cher oncle Andrew » pour la lettre, et vous connaîtrez la suite sans que je vous le dise. On parle souvent de « leadership ». Qu'est-ce que le leadership? Un rang élevé, un pouvoir et des ressources élevées signifie-t-il un leadership fort? Pas vraiment. Le leadership est une forme d'influence, la capacité de mobiliser les gens pour qu'ils fassent du bon travail ensemble. En d'autres termes, le cœur des questions de leadership n'est pas le pouvoir, mais quelque chose de spécifique. Par conséquent, la prochaine fois que nous voudrons influencer les autres et diriger les autres, s'il vous plaît, ne parlez pas de manière imprudente et parlez sans fin de votre puissance et de ce que vous pouvez certainement accomplir en me suivant. La nature humaine a peur d'être restreinte et opprimée, mais nous espérons avoir l'autonomie et le choix. Par conséquent,
Avant d'influencer les autres, vous devez d'abord vous demander comment pouvez-vous les amener à comprendre ce qui doit être fait? Comment amener l'autre à faire cela spontanément? Mais souvent, il y a un long chemin entre la position et la situation de l'autre partie et ce que vous voulez qu'il fasse, et cela ne peut pas être accompli avec juste un indice ou une inspiration. Comment devrions-nous l'influencer et l'inspirer en ce moment? Le livre mentionne une méthode appelée « le secret de Socrate ». L'essence de la méthode peut être résumée en une phrase: dès le début, essayez de faire dire « oui » à l'autre et ne lui donnez pas l'occasion de dire « non ». Prenons un exemple tiré du livre. Il y avait un homme nommé Eddie. Il aimait beaucoup la chasse à l'arc, mais l'équipement pour l'arc et les flèches était cher. Un jour, Eddie a appelé un magasin et a voulu louer un ensemble d'équipements, mais il n'y a eu aucune conversation à ce sujet. Le téléphone point après quelques mots, il a en fait dépensé beaucoup d'argent pour acheter du matériel et des accessoires. Au moment où il s'en est rendu compte, l'argent avait déjà été payé. Comment est-ce arrivé? Eddie se souvient de la scène. La voix à l'autre bout du fil était polie. Lorsque le greffier a appris que Monsieur Eddie voulait louer des arcs et des flèches, il s'est d'abord excusé et a déclaré que l'usure du matériel de location était trop élevée et qu'il n'en avait pas les moyens, il ne le louerait donc plus. Puis il a demandé à Eddie s'il avait déjà loué. Eddie a répondu « oui, c'était il y a plusieurs années », a demandé l'employé, et le prix à cette époque se situait probablement entre 25 et 30 $. Eddie a répondu à nouveau « oui ». L'employé a demandé à Eddie s'il voulait économiser de l'argent. Eddie répondit « bien sûr ». Le vendeur expliqua alors que leur magasin était en solde. Un ensemble d'arcs et de flèches ne coûtait que 34,95 $ et comprenait tous les accessoires, ce qui ne coûtait que 4,09 $ de plus que le prix. Location, 1500. Le commis a également déclaré qu'il ne s'occupait plus de location parce que la différence de prix était trop faible. Eddie a estimé que ce que disait le greffier avait du sens. Finalement, la série de « oui » d'Eddie l'a amené à acheter un ensemble d'arcs et de flèches. Lorsqu'il est allé au magasin pour récupérer les marchandises, il a même acheté d'autres articles et est devenu un client fidèle de ce magasin. Pour récapituler, Carnegie a parlé de deux faiblesses humaines, la peur d'être ignoré et l'aversion à l'idée d'être attaché. Puisque le désir le plus profond de la nature humaine est d'être valorisé par les autres, si nous voulons nous faire des amis, nous devons accorder une attention sincère aux autres. Une autre couche de la nature humaine est le désir de ne pas se retenir et de prendre des initiatives. Par conséquent, si nous voulons influencer les autres, nous devons stimuler le désir de l'autre et le rendre heureux de faire quelque chose. Une bonne façon d'y parvenir est de poser doucement et à plusieurs reprises des questions qui ont une réponse en un seul mot, oui. La seconde partie. C'est un livre qui semble riche en couches lorsque vous le lisez. Certaines personnes disent que les personnes qui ont connu des revers, des hauts et des bas peuvent mieux comprendre leurs sentiments. Comment un tel livre a-t-il été écrit? Pourquoi ce livre a-t-il été si populaire après sa publication? Nous essayons de changer la méthode de lecture, d'entrer dans l'histoire de la vie de l'auteur, d'entrer dans cette époque particulière et de recomprendre ce livre. Avant d'ouvrir le livre, la première chose qui attire votre attention est une photo de Carnegie sur la couverture. Si vous regardez attentivement, vous constaterez qu'il a de grandes oreilles. En 1888, Carnegie est né dans une famille d'agriculteurs du Missouri, aux États-Unis. Sa famille était très pauvre et à cause de la malnutrition, il a maigri. Dès lors, ses grandes oreilles contrastent fortement avec son corps mince. Carnegie, comme beaucoup de petits garçons issus de familles ordinaires, était méchant et aimait faire des farces. Il a failli être expulsé de l'école à plusieurs reprises. Parce que la famille était relativement pauvre, lorsque Carnegie a grandi un peu, il a commencé à aider la famille avec de nombreux travaux agricoles. Chaque matin, il se rendait en ville pour aller à l'école. Après l'école, je suis rentré chez moi à cheval pour traire les vaches, tailler les arbres et ramasser les restes pour nourrir les cochons. Carnegie reste néanmoins optimiste. Sa mère est une femme joyeuse et indomptable. Une fois, il y a eu une crue dans la rivière, emportant les récoltes de la ferme. Mais ma mère était très calme, fredonnant et rangeant la ferme petit à petit. De plus, le caractère méchant de son fils ne la dérangeait pas et l'encourageait toujours à étudier dur, espérant qu'il deviendrait missionnaire ou enseignant à l'avenir. Si nous effectuons un zoom arrière et prenons une vue d'ensemble de l'enfance de Carnegie, il existe un terme dans les livres d'histoire appelé « l'âge d'or ». Ce mot vient du roman de Mark Twain et fut ensuite utilisé pour décrire la croissance rapide de la richesse américaine au cours des 30 années allant de 1870 à 1900. Au cours des 30 dernières années, des millions d'immigrés européens sont venus aux États-Unis. La main-d'œuvre à grande échelle a accéléré le processus d'industrialisation aux États-Unis. Les chemins de fer, les usines et les mines se sont tous développés rapidement. Carnegie a passé son adolescence dans le Missouri. Ouvrez une carte des États-Unis et vous verrez que le Missouri se trouve à peu près au milieu des États-Unis. Au cours de cette période, en raison de la popularité et de l'expansion des chemins de fer et des bateaux à vapeur, le Missouri est devenu le carrefour des États-Unis, avec des transports pratiques et une industrie et un commerce prospère. En 1904, Saint-Louis, dans le Missouri,
a accueilli l'exposition universelle. La même année, Saint-Louis a accueilli les 3e Jeux olympiques modernes, la première fois que les États-Unis ont accueilli les Jeux olympiques. 2 ans plus tard, Carnegie a obtenu son diplôme d'études secondaires et a commencé ses études universitaires. L'année de son entrée à l'université, il a participé à un concours de discours intitulé « Souvenirs d'enfance » et a remporté le prix. Cette victoire est devenue la clé de sa vie. 2 ans plus tard, Carnegie a obtenu son diplôme. Son premier emploi était dans la vente et ses notes étaient plutôt bonnes. Mais il abandonna bientôt son travail et commença à voyager à travers les États-Unis depuis le Missouri. Il a étudié le théâtre et espérait devenir acteur, mais a constaté que les revenus en tant que petit acteur étaient trop faibles. Il pensait qu'il était doué pour parler depuis qu'il était enfant, et son expérience antérieure dans la vente avait prouvé qu'il avait la capacité de gagner de l'argent avec son éloquence, alors il a décidé d'essayer d'apprendre aux gens à parler. Cette fois, Carnegie a trouvé la piste. Alors que sa carrière s'améliore progressivement, la Première Guerre mondiale éclate. Il a servi dans l'armée américaine pendant 1 an et demi. Cette expérience a enrichi son expérience de vie. Après son retour en Chine, il a poursuivi son travail antérieur et a pu commencer à collecter et publier des articles et du matériel pédagogique antérieur. Mais quelques années plus tard, la société américaine pleine d'entrain a subi un coup dur, la crise économique de 1929 et la bulle immobilière ont déclenché une réaction en chaîne. Le secteur financier et l'économie réelle ont subi un impact dévastateur, et la confiance dans la vie des gens s'est soudainement dégradée. Est tombée au point de congélation. Dans ce contexte, un ouvrage de Carnegie est sorti. Son intention initiale d'écrire ce livre était simplement de l'utiliser comme matériel pédagogique, mais pour le compléter, Carnegie a travaillé dur. Il a étudié divers ouvrages psychologiques et il a écrit d'innombrables articles de magazines et interviewé personnellement de nombreuses personnes à succès, dont le président Roosevelt. Pendant la crise économique, la publication de ce livre a été comme allumer une torche et raviver la confiance de nombreux Américains. Pourquoi ce livre est-il si populaire ? Carnegie a écrit de nombreuses citations largement diffusées, mais la plus largement diffusée est peut-être « Croyez que vous réussissez et vous pouvez réussir ». Le New York Times a un jour déclaré qu'outre la Statue de la Liberté, Carnegie était un symbole des États-Unis. L'expérience personnelle de Carnegie est en fait un véritable portrait des États-Unis et de la génération américaine de l'époque. Carnegie est issu d'une famille ordinaire, mais sa naissance a coïncidé avec l'apogée de « l'âge d'or » de l'Amérique. Il a participé à la Première Guerre mondiale et a connu une crise économique majeure. Cependant, d'une manière générale, les États-Unis à la fin du 19e et au début du 20e siècle nous vivons une époque sans précédent dans l'histoire. Avec le développement rapide de la Chine, le ton principal de la société est plein d'entrain et l'esprit des Américains est également exaltant. Les Américains de cette génération ont osé commettre des erreurs et poursuivre leurs rêves. Leur credo était que le travail acharné porte ses fruits. Une telle société a besoin d'un ouvrage comme ce livre, qui contient des idées, des cas, des méthodes, de la force et des dictons dorés largement salués pour fournir un système de stimulation et un dispositif d'absorption des chocs permettant aux gens de poursuivre leurs rêves et de surmonter les difficultés. Aujourd'hui encore, c'est un livre qui peut enflammer l'enthousiasme et l'espoir des gens, créant ainsi le miracle de la publication de ce livre. La 3e partie. Carnegie a publié plus de 10 ouvrages au cours de sa vie. En plus de ce livre, il existe également de nombreuses idées de grande envergure et des méthodes concises et faciles à utiliser dans d'autres ouvrages, qui nous inspirent encore aujourd'hui. De plus, la vision de Carnegie de la nature humaine transparaît dans toutes ses œuvres. Par exemple, l'autre chef-d'œuvre de Carnegie, Comment surmonter les inquiétudes et commencer une vie, a été publié en 1948. Certains éditeurs y ont ajouté le titre Les avantages de la nature humaine. Avoir une belle apparence est une chose, mais plus important encore, cela montre, comme toujours, les différentes pensées de l'auteur basées sur la nature humaine. Les avantages de la nature humaine contient également plus de 60 articles de Carnegie, qui, bien que nombreux, se concentrent sur un sujet central, comment surmonter l'anxiété. Carnegie n'a pas commencé par donner des conseils sur la façon de surmonter l'inquiétude, mais a d'abord clarifié un point clé, pourquoi les gens dans la société moderne tombent-ils souvent dans l'anxiété ? Sa réponse fut, la moitié des problèmes du monde proviennent de personnes qui tentent de prendre des décisions avant de bien comprendre le problème. C'est l'une des caractéristiques de la nature humaine. L'instinct humain est d'utiliser une vitesse de décision plus rapide et un effort physique moindre pour accomplir une chose autant que possible. Il est préférable de l'accomplir inconsciemment et habituellement. Dans les sociétés primitives, cela favorisait la conservation de l'énergie et l'autoprotection, mais dans les sociétés modernes, cela nous pousse à démarrer quelque chose à la hâte avant d'y avoir réfléchi clairement. Ou encore, lorsque quelque chose se produit, poussé par notre instinct, nous sommes incapables de réfléchir calmement au problème. Moins nous manquons de réflexion claire, plus nous serons paniqués. L'inquiétude en découle. Ainsi, si vous voulez vaincre l'inquiétude, l'étape essentielle consiste à surmonter les défauts de la nature humaine et à analyser l'inquiétude.
Carnegie a suggéré que lorsque nous rencontrons des problèmes au travail, nous pourrions aussi bien essayer de nous poser les 4 questions suivantes, et n'oubliez pas de toutes les écrire. Quel est le problème qui m'inquiète? Comment ce problème est-il survenu? Existe-t-il un moyen de résoudre ce problème? Quelle solution je préfère et quels sont les avantages et les inconvénients de cette approche? Mais toujours attendre passivement que des soucis surviennent, puis essayer de trouver comment les analyser et les surmonter n'est pas la bonne voie à suivre. Nous devons nous débarrasser de la mauvaise habitude de nous inquiéter à l'avance. Carnegie a donné plusieurs plans utiles. Premièrement, utiliser l'activité pour chasser les soucis et avoir quelque chose à faire est l'un des meilleurs moyens de traiter le trouble fou. Deuxièmement, abandonner les petites choses qui n'ont pas d'importance. Le troisième article est très intéressant, utiliser les probabilités pour éliminer les soucis. Avant de vous inquiéter de quelque chose, demandez-vous, quelle est la probabilité que cela se produise? Si la probabilité n'est pas élevée, essayez de la laisser partir de manière décisive. Si vous ne pouvez pas l'éviter, dites-vous, c'est chose faite, et trouvez ensuite un moyen de le surmonter. Le quatrième article est également très inspirant, acceptez et permettez-vous de vous inquiéter, à condition de fixer une ligne stop-loss pour vos inquiétudes. Je me permets de m'inquiéter pendant cette demi-heure, mais après cette demi-heure, je dois me relever et y faire face. Une dernière chose, laissez le passé dans le passé. Quand la poussière sera retombée, rompons avec elle. Le passé ne peut pas être changé, alors ne faites plus de travail inutile. En outre, Carnegie a également mentionné que développer de bonnes habitudes de vie peut également surmonter les inquiétudes. Par exemple, lorsque le soleil se lève, nous gardons notre maquillage et notre apparence propre et bien rangée. Lorsque nous arrivons au poste de travail, nous rangeons d'abord la table. Lorsque nous travaillons, nous ne laissons que les documents liés au problème en question, et nous gérons les événements. Par ordre d'importance. Si le problème peut être résolu sur place, résolvez-le sur place. Quand les choses ne s'accumulent pas, il y aura beaucoup moins d'inquiétude. C'est tout pour le livre « Les bonnes choses de l'humanité ». Carnegie n'était pas seulement un écrivain doté d'une profonde compréhension de la nature humaine, il était également un excellent coach d'élocution. Même lorsqu'il enseigne la parole, Carnegie ne parle pas seulement de compétences vocales, de choix de mots, de langage corporel, etc. Penser du point de vue de la nature humaine a toujours été le domaine où Carnegie excelle. Cela a également profondément affecté l'entraînement ultérieur à la parole. Prenons comme exemple le livre « Tell me the point, The Art of Carnegie's Charismatic Speech ». Lorsqu'il s'agit de discours, beaucoup de gens penseront que mes pensées et mes opinions sont les plus importantes. Avec de bonnes opinions, même sans une voix forte ou une articulation claire, j'attirerai toujours le public. Mais Carnegie croyait, la façon dont vous dites cela est plus importante que ce que vous dites. Nous voyons souvent dans nos vies des orateurs qui s'expriment clairement bien et s'expriment couramment, mais ils n'impressionnent tout simplement pas les gens. Le problème est que, comment le dire, n'est pas assez bien fait. Carnegie a mentionné que l'essence de la parole est une sorte de communication, et qu'il s'agit d'une communication à accent grave plusieurs à une certaine distance. Si vous souhaitez que le public comprenne voire soit d'accord avec votre expression, vous devez d'abord respecter les sentiments du public présent. Et, comment vous le dites, détermine si votre expression fait en sorte que le public se sente respecté. À partir de ce moment, la logique de nombreuses compétences vocales devient claire. Par exemple, nous devons ajuster notre ton en fonction des caractéristiques du public. Carnegie pensait qu'un bon discours devait adopter un ton conversationnel. Veuillez noter que le ton de la conversation n'est pas seulement une question de voix et d'intonation, mais aussi étroitement lié au choix des matériaux du boîtier, à l'expression de l'expression, au degré de relaxation de la narration, etc. En supposant que le public de votre discours soit constitué de résidents de la communauté, vous devez alors trouver l'intimité de discuter avec des voisins et parler de l'environnement communautaire et des relations familiales qui leur tiennent à cœur. Si vous parlez à des professionnels de la vente, vous devez trouver une idée de communication peer-to-peer. Ils ont le sens de la communication et parlent de leurs pressions liées aux indicateurs commerciaux, à l'environnement du marché et à la vie de famille. En bref, il n'y aura pas beaucoup de différence entre les excellents orateurs et les orateurs ordinaires en termes de « quoi dire ». La différence réside dans votre série de méthodes narratives et si elles peuvent donner aux auditeurs le sentiment qu'il s'agit d'un discours égal, naturel et intéressant. Réunion de communication. Et si vous voulez que votre discours soit aussi naturel qu'une conversation quotidienne, vous devez vous entraîner davantage. Carnegie nous a rappelé que de nombreuses personnes qui pratiquent la parole ont tendance à tomber dans un malentendu, à savoir imiter les autres. Même si l'imitation permet à certaines personnes de reproduire rapidement une technique de présentation, elle va à l'encontre des principes de base de la communication. Essayons de nous demander, préférez-vous assister à un concert ou à un discours? Il y a de fortes chances que vous ne choisissiez pas de prononcer un discours. Les soi-disant discours que nous voyons aujourd'hui ressentent toujours la même chose, certaines personnes souffrent du syndrome de l'embarras lorsqu'elles voient des orateurs sur scène exhiber leur grand nom. Cela s'explique en grande partie par le fait que de nombreuses personnes sont encore habituées à utiliser la méthode de l'imitation pour entraîner leur discours.
Carnegie estime qu'un excellent discours doit avoir une bonne communication, être sincère, parler naturellement et intégrer votre propre personnalité et vos caractéristiques dans votre discours. À cet égard, il a mentionné un ensemble de méthodes de formation. Nous essayons d'imaginer que nous parlons au public et imaginons qu'il se lèvera et communiquera avec vous l'instant d'après. Comment allez-vous communiquer avec eux? Pratiquez ce sentiment à plusieurs reprises et la qualité de votre discours s'améliorera progressivement. Par exemple, si quelqu'un vous pose une question, répétez la question clairement, puis répondez comme si vous parliez à votre meilleur ami. Comment puis-je le savoir? Eh bien, je vais vous le dire. Ce type de communication est plus naturel, rendant votre façon de parler plus chaleureuse et plus personnalisée, plutôt que d'être prétentieuse et scénique. Bien sûr, si vous souhaitez également acquérir davantage de compétences pour parler en public, vous pouvez ouvrir le livre et lire les œuvres de Carnegie. Le contenu décrit ci-dessus est au centre de notre explication dans cet épisode. Tout d'abord, il s'agit d'un livre qui s'inscrit clairement dans l'ère du temps. Il a été publié au cours de la période historique où les États-Unis sont sortis du bourbier de la crise économique et sont devenus une puissance mondiale. Il a répondu aux besoins communs des Américains ordinaires de cette époque. Génération a brisé le statu quo et a réalisé ses rêves. En même temps, c'est un classique qui a résisté à l'épreuve du temps et ne s'est pas fané. Carnegie a combiné la théorie de la psychologie et de la sociologie et est parti du point de vue de la nature humaine pour construire les 4 poutres et les 8 piliers du thème majeur de la croissance personnelle. Et la communication interpersonnelle, qui a influencé aujourd'hui. Les idées avancées dans le livre ne vous choqueront peut-être pas beaucoup. Cependant, le contenu proche de la vie, comportant des cas détaillés et faciles à utiliser fait que ce livre conserve toujours une couleur chaleureuse et conviviale et a influencé d'innombrables personnes au fil des décennies. Carnegie a dit ceci au début de ce livre à tous ceux qui espèrent faire des progrès continus: lisez ce livre, lisez n'importe quel livre lié à la croissance personnelle. Ce que nous devons faire n'est pas d'acquérir des connaissances, mais de cultiver de nouvelles idées, habitudes et découvertes. Une nouvelle attitude envers la vie, qui nécessite toutes deux du temps, de la persévérance et une pratique continue dans la vie quotidienne. C'est la fin de ce programme. Quelles sont vos différentes opinions à ce sujet? Bienvenue à laisser un message pour discuter avec tout le monde. Et, si vous aimez notre chaîne, abonnez-vous à nous. Ah, n'oubliez pas de l'aimer.